dont j'ai tiré avec mon collègue Antoine Guilla un ouvrage collectif qui a été publié comme œuvre du département. Henri Lopez, une écriture d'enracinement et d'universalité, a été dans les années 80-90 ce que nous avons pu faire pour lui. Son œuvre restera encore pendant longtemps une mine considérable de tout ce qu'on peut faire de bien et de beau en matière de littérature congolaise, africaine, francophone, mondiale. Bien, je dirais un certain nombre de choses à l'IRTV qui m'a demandé de faire l'évocation cet après-midi de Henri Lopez. Pour le moment, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de Henri Lopez. Merci. Cher Pierre Yvon, monsieur le doyen honoraire, mon ami de toujours Paul, monsieur le coordonnateur de la formation doctorale Espace littéraire, linguistique et culturel ELIC, chers collègues enseignants, chers collègues, chers étudiants, il m'a été demandé de faire une conférence inaugurale de ce colloque qui porte le titre que vous pouvez lire derrière. Bien, être invité à faire une conférence inaugurale est un honneur. Je vais tenter de m'acquitter de cette tâche qui portera sur le thème suivant: l'anthroponymie, un enjeu identitaire vital. Le thème du colloque concerne le nom propre. Alors, qu'est-ce que le nom propre? Le nom propre représente en fait un spectre de désignation étendu qui comprend les noms des choses et d'êtres spécifiques. Ainsi, l'on distinguera par exemple les noms de lieux, c'est-à-dire les toponymes, et les noms de personnes, les anthroponymes. Les premiers, je veux parler des toponymes, au fil du temps, perdent leur originalité génétique, acquièrent une dimension d'impersonnalité, puisqu'ils finissent par appartenir au patrimoine commun du système de désignation. Les seconds. Quand je dis les seconds, je veux dire les anthroponymes.
Eh bien, les seconds participent de la création individuelle et désignent des individus. Leur emploi lié à la durée de vie des porteurs n'a qu'une pérennité mémorielle. On pourrait ici opposer une relative pérennité de la dénomination des choses à la brièveté de la dénomination des éléments, des êtres de la vie humaine. Alors, le nom propre ne se conçoit que par rapport au nom commun. À cet égard, on peut relever un certain nombre de critères de discrimination. De discrimination entre le nom propre et le nom commun. Premièrement, les noms propres, contrairement aux appellatifs, n'ont pas de signification. Deuxièmement, les noms propres ont une signification plus grande que les noms communs. C'est une opinion qui est partagée, par exemple, par les stoïciens et par un certain nombre de théoriciens. Les noms propres, comme je l'ai dit tout à l'heure, en me référant à la dynamique de leur création, ont un caractère individuel, alors que les appellatifs désignent des classes de phénomènes, et on trouve encore cette idée chez les stoïciens. Contrairement aux noms propres, contrairement aux noms communs, tous les noms propres sont des synonymes. Les noms propres ont un caractère arbitraire, et cela est retenu par un certain nombre de théoriciens dont les noms figurent dans l'argumentaire du colloque. Contrairement aux appellatifs, les noms propres se caractérisent par une motivation rigoureuse. En fait, tout à l'heure, nous allons revenir sur cette question de motivation en distinguant les attributeurs et les attributaires. Autre caractéristique de discrimination, le nom propre s'applique à un ou plusieurs individus pris en particulier et non à tous. Les noms propres suivent les transformations phonétiques d'une marche plus lente que les noms communs. Les noms propres se caractérisent, et c'est cela qui est le plus évident, par l'absence d'articles. Les noms propres sont des signes à la seconde puissance. Enfin, l'extension des noms propres est moindre que celle des noms communs. Voilà ainsi énoncé
un certain nombre de critères de discrimination des noms propres par rapport aux noms communs. Alors, ma réflexion intéresse les conditions de création et de vie des anthroponymes, c'est-à-dire des mots qui servent à désigner des individus et qui sont donc subordonnés à des conditions psychosociologiques de choix et de création, justiciables d'une analyse. Mon intention est donc d'analyser le phénomène anthroponymique comme participant du discours dans des conditions socio-culturelles ou socio-historiques, comme le stipule le titre de votre colloque, c'est-à-dire selon l'hypothèse d'une solution de continuité entre la tradition et la modernité des pratiques anthroponymiques. L'acte de nommer est indispensable comme première étape de socialisation de l'enfant. J'emploie le mot enfant ici dans son sens étymologique. Le sens étymologique latin, c'est infans. Fans, c'est parler. Infans, c'est celui qui ne parle pas. La racine fa, fa, c'est celle que vous trouvez dans la fable, que vous trouvez en langue grecque dans un certain nombre de mots comme éphémisme, etc. Donc, comme étape de socialisation de celui qui ne parle pas, c'est-à-dire de celui qui n'a pas encore le droit à la parole pour pouvoir se désigner. Celui qui ne peut pas encore se nommer, qui ne peut pas encore produire un discours, le premier discours étant celui de se nommer. À partir de cet instant, se produit l'acte de celui qui, à l'insu de l'intéressé, est chargé de lui conférer son identité, c'est-à-dire de lui donner une marque spécifique de son intégration dans un groupe social, une marque qui lui est propre. Il, c'est-à-dire l'enfant, reçoit en vertu des critères qui lui sont totalement inconnus, l'enfant reçoit en vertu des critères qui lui sont totalement inconnus, un nom propre comme signe de reconnaissance qu'il portera par devers lui tout au long de la vie. Il n'a rien demandé. On collera sur son front une étiquette qu'on ne pourra plus lui arracher, mais tout au long de sa vie. Nommer est donc un acte performatif. C'est un acte illusoire. Affecter un mot comme élément de désignation d'un être, d'une chose, un mot qui présente une double dimension, à la fois phonique et graphique. L'attributaire, c'est-à-dire l'enfant, s'habituera au fil de son émergence à la conscience de soi à se sentir concerné lorsqu'il entendra prononcer comme marque de son identité phonique, lorsqu'il entendra prononcer son nom
comme marque de son identité phonique, avant de l'assumer ultérieurement dans sa dimension graphique. Le mot en question, le nom en question, est choisi dans le stock des mots d'une langue, c'est-à-dire d'un système de communication, d'un système de dialogue et d'intercompréhension des hommes appartenant à une communauté. D'autant que l'on ne peut communiquer à la perfection que si les locuteurs disposent d'une plateforme lexicale commune, d'une sorte de réservoir commun. Chaque locuteur, sachant le rapport entre le signifiant et le signifié, sait parfaitement à quelle chose tel mot renvoie. Alors, quand j'ai été invité à faire cette conférence, je me suis rappelé que dans mes années d'étudiant, j'avais étudié un dialogue de Platon. Un dialogue de Platon qui s'intitule Cratyle et qui porte sur la question du nom. Et de ce mémoire de Platon, Gérard Genette a tiré un ouvrage volumineux de 428 pages, j'ai encore vérifié ce matin, portant sur la question du nom et qui a été publié en 1976 aux éditions du Seuil dans la collection poétique. Alors j'ai été tenté d'aller regarder dedans, de faire mon exposé inaugural sur une revisitation de ce dialogue de Platon. De quoi s'agit-il dans ce dialogue de Platon? Dans le Cratyle, et sous la direction, vous savez comment ça fonctionnent les dialogues de Platon, et c'est Socrate qui n'écrit pas, mais qui dialogue avec différents personnages sur différentes questions philosophiques ou différentes questions politiques, sur différentes questions artistiques. Et donc, dans ce dialogue, le Cratyle, Platon oppose deux conceptions du nom. Deux conceptions du nom qui sont énoncées, exprimées par deux protagonistes qui sont en face de Socrate, d'une part Cratyle et de l'autre Hermogène. Rassurez-vous, je n'irai pas très très loin pour ne pas vous embrouiller avec des choses que vous aurez raison de ne pas connaître. Recording in progress. Alors, il oppose donc deux conceptions. Il y a la première conception qui est naturaliste. C'est celle de Cratyle. Celle-là stipule que chaque personne ou chaque chose a un nom correct dans une langue donnée, et ce nom est le même pour tous, et que, faute d'utiliser ce nom, pour en parler, on ne produit que des sons vides de sens. Alors, Gérard Genette a produit justement un texte sur rien que cette question-là. La seconde conception, celle-là est conventionnaliste. C'est celle d'Hermogène. Elle conçoit les noms comme de pures conventions arbitraires et qu'on peut changer à loisir. Nous retenons que telle chose doit... Mais si nous nous accordons pour que la même chose soit appelée autrement, peu importe. Donc il n'y a rien de naturel, il n'y a rien, disons, de naturellement motivé qui empêche le changement du nom.
Alors, j'ai déjà travaillé sur la question du nom dans mes travaux. Je ne traiterai par exemple pas de la question de la pseudonymie. J'ai traité de la question de la pseudonymie dans mon livre Le paratexte dans la littérature africaine francophone, quand j'ai décrit le statut textuel du nom d'auteur. Je ne veux pas traiter de cela. Le pseudonyme en littérature est un écart volontaire et motivé par rapport au patronyme natal. C'est-à-dire qu'un auteur choisit d'écrire sous un nom autre que celui qu'il a reçu à sa naissance. Ça devient un programme d'écriture, ça devient un programme de vie, ça devient une profession de foi. Ça devient une espèce de correctif appliqué au hasard de la naissance. Une détermination corrective imprimée au narratif du destin de l'artiste. Le pseudonyme est un masque, c'est un voile, dont l'écrivain se couvre et dont il assume les conséquences. Cela rappelle certaines pratiques où l'entrée dans l'ordre impose le changement du nom. C'est des pratiques religieuses. Dans certaines congrégations, dans certaines pratiques religieuses, quand vous entrez dans un ordre, eh bien, vous prenez un nouveau nom. Vous savez bien que le pape François ne s'appelle pas, naturellement, il ne s'appelle pas François, il a un autre nom, etc. Alors, donc, pour un souci de contextualisation, j'ai choisi de porter au dialogue platonicien un intérêt purement indicatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour consacrer ma réflexion aux conditions de création des anthroponymes en Afrique, et bien plus spécifiquement au Congo. Je parle de création d'anthroponymes. L'autorité et la responsabilité de l'attributeur est une donnée tout à fait fondamentale. La légitimité de l'attribution du nom est liée à l'acte de procréation. Donner naissance à un être, à un enfant, confère le droit de donner le nom que l'on pense convenir à son rejeton. Et c'est ce qui représente le premier acte de socialisation. Et cet acte de socialisation, eh bien, le porteur ne pourra plus jamais, au terme de l'émergence à la conscience de soi, il ne pourra pas le rejeter, parce que cette identité, il la portera toujours par-devers lui. Alors, à partir de ce moment, on se pose la question de la motivation. La motivation, c'est la présomption de transfert de qualité et de valeur. La motivation est ici, dans un cadre traditionnel, comme nous allons le voir tout à l'heure, est un acte mémoriel. Il s'agit d'assurer la continuité de la mémoire. Le sens de l'anthroponyme appartient donc exclusivement à celui qui l'attribue. Alors, je voudrais donc vous inviter à
examiner, à considérer la question de l'anthroponymie ou de l'anthroponymie comme un marqueur d'identité sous l'angle de la tradition et de la modernité, selon l'orientation retenue de notre colloque. Je rappelle que l'acte nommé est un acte de reconnaissance. Un droit inaliénable que l'on reconnaît aux parents. Il n'a de sens, il n'a de motivation que pour les parents qui l'attribuent. C'est un acte de performatif à exécution unique. On ne nomme pas deux fois, on n'attribue pas deux fois un nom à un enfant pendant sa vie. Aucune intervention d'un tiers membre de la famille ne peut se faire sans le consentement des parents. On ne nomme qu'une fois, on nomme pour la vie. En cela, l'acte de nommer est significatif d'une posture, d'un choix parental que l'attributaire, c'est-à-dire le porteur, devra assumer, accepter comme élément de socialisation qu'il va subir au fil de son insertion dans le milieu familial. Les prénoms s'imposent aux parents comme l'usage impose aux parents certaines pratiques anthroponymiques. Seul l'attributeur, c'est-à-dire le parent, est détenteur de la motivation. Lui, il sait pourquoi il donne tel prénom ou tel nom à son enfant. Il ne s'agit pas ici de sens, mais il s'agit de la raison qui explique le choix de tel ou tel prénom ou le choix de tel nom. Je vais donc d'abord considérer, ce sera le plus rapide parce que c'est le moins compliqué, l'anthroponymie traditionnelle. Dans le cadre de la tradition, l'acte de nommer s'exerce au sein du groupe. Il consiste à utiliser des anthroponymes puisés dans le stock des patronymes de la famille en précisant l'ascendance dans la perspective d'une pérennisation mémorielle et généalogique. Ainsi, au patrimoine, on joint la précision fils ou fille de pour indiquer l'ascendance. La motivation, dans le cadre traditionnel, il y en a certainement d'autres, est entre autres celle d'honorer un membre de la famille, de marquer une appartenance à une famille, de rendre hommage à un membre défunt de la famille ou de lui assurer une sorte d'existence post-mortem. En matière d'anthroponymie, le nouveau-né ne reçoit pas nécessairement le nom de son géniteur. Moi, que vous voyez, je ne porte pas le nom de mon père. Attribuer le nom du père biologique à l'enfant ne se comprend pas. Cela encore moins quand le nouveau-né est une fille, tout simplement parce que la tradition distingue bien des anthroponymes masculins et des anthroponymes féminins. Il ne viendrait à personne l'idée de désigner un garçon d'un nom féminin ou une fille d'un nom masculin. Cela est bien clair
il existe un code coutumier tacite qui réglemente les pratiques en matière d'anthroponymie, indépendamment du fait que les conditions de naissance prévoient des noms spécifiques en cas de gémellité, et j'ai un paire de jumeaux devant moi. Par exemple, la coutume a, à cet effet, fixé la désignation de l'un ou l'autre jumeau que les parents attributeurs se contenteront tout simplement d'appliquer. Ici, point de motivation particulière. En ce qui concerne donc le système anthroponymique traditionnel, on peut noter qu'à l'instar de multiples schèmes de nos cultures, il a été tout simplement anéanti, désarticulé, au profit du système moderne, importé ou imposé. L'exemple le plus patent à la disparition, c'est la disparition des noms féminins de la nomination des filles. Il n'y a plus de nom féminin. Et cela m'amène à venir à arriver à quelque chose de plus complexe, à cette espèce de perturbation de l'identité que nous a apporté à travers la nouvelle anthroponymie, c'est-à-dire l'anthroponymie moderne. Dans le contexte de la modernité, si l'on veut bien entendre par modernité l'intrusion des pratiques anthroponymiques de l'homme blanc dans les sociétés africaines, les usages traditionnels n'ont pas totalement disparu. Fort heureusement, l'on pourrait dire. Mais l'anthroponymie s'est considérablement complexifiée en raison d'une diversité de facteurs. Parmi ces facteurs, l'on peut citer l'influence du christianisme missionnaire et l'adoption de prénoms chrétiens. Il s'est instauré dans l'adhésion à la religion du blanc. Le même phénomène marque l'adhésion à l'islam. Il s'est instauré l'islam, l'impératif de prendre par le baptême un prénom tiré du calendrier romain, les noms africains étant originellement frappés d'un caractère démoniaque incompatible à la marche vers le salut. Alors, si on s'interroge sur les premiers prénoms attribués aux convertis africains, l'on peut imaginer que ces prénoms étaient certainement attribués par les missionnaires eux-mêmes. Comment imaginer en effet que des catéchumènes analphabètes aient pu choisir en toute liberté et en toute connaissance, aient pu choisir de s'appeler Pierre, Rigobert, Albertine ou Antoinette? L'intrusion du prénom chrétien, en plus de marquer l'adhésion à la nouvelle religion, confère l'accès à un statut de reconnaissance par le blanc. La croisade des missionnaires contre la polygamie, qui est une forme de désensauvagement, du bridement de l'ardente lubricité du noir, n'est pas étranger à la reconfiguration de la famille en milieu urbain.
En milieu rural, bien sûr, la famille est très large. En milieu urbain, la famille se loge dans un espace restreint. La famille urbaine perd son espace expansif au profit d'une dimension nucléaire forgée autour d'un patronyme, c'est-à-dire du nom du père seul. Les enfants ne portent plus dans leur identité les noms des parents restés au village. Ils portent tous le nom de leur père allongé d'un ou plusieurs prénoms chrétiens. Il devient ainsi aisé d'appliquer à l'indigène évolué, auxiliaire de l'entreprise coloniale, les dispositions identitaires du Code civil français. L'on assiste ainsi à une francisation partielle de l'anthroponymie africaine. Je dis partielle. Pourquoi? Mais en raison de la structure de la nouvelle déclinaison de l'identité. Je voudrais rappeler la double dimension phonique et graphique de l'anthroponyme. Le nom propre de personne est un mot à la fois entendu et écrit. Alors, la tendance assimilationniste de la politique coloniale française va produire chez l'évolué, prise au mirage de la civilisation du blanc, va donc produire une extraversion des calcomaniaques. Des Congolais ont conçu l'idée de franciser leur nom congolais. Car il était particulièrement séduisant de donner à son patronyme une allure ou une consonance française. C'est un signe de distinction que d'écrire son patronyme avec une consonance française. Alors, mes amis linguistes le savent, quand on sait la variété de la phonologie française, on mesure la plus-value psychologique que l'on peut tirer d'une orthographe complexe de son patronyme. En français, beaucoup de phonèmes ont des graphies différentes. Il n'y a qu'à prendre le phonème O. Vous voyez que il y a peut-être une quarantaine de manières d'écrire la lettre, le son O. Sans la moindre apparence de raison, les évolués jouent sur cette multiplicité pour marquer leur appartenance à la culture du blanc, ancien colonisateur. L'obsession de la norme orthographique étrangère est une forme d'autoflagellation ou d'automutilation anthroponymique. Une orthographe simple, simplement syllabique ou alphabétique, paraît un signe de primitivité ou de nanisme intellectuel, là où une graphie compliquée est une marque de supériorité, de raffinement et d'élégance. Je prends un anthroponyme du genre Hello. Vous pouvez l'écrire E-L-O, c'est très très simple. Mais si on veut faire élégant, on pourra l'écrire H-E-2-L-O-2-L-A-U-D. Ça fait plus élégant.
Une autre pratique francisante consiste à soustraire du patronyme certains phonèmes inexistants dans la langue française, notamment certaines nasales initiales. C'est ainsi qu'on écrira Bemba au lieu de Mbemba. On dira Bogo au lieu de Mbongo. On retiendra Gasaki au lieu de Ngasaki. On écrira Gakoso au lieu de Ngakos. On écrira Ganga au lieu de Nganga. On écrira Goma au lieu de Ngoma. Kwa au lieu de Nkwa. Kuka au lieu de Nkuka. Dinga au lieu de Ndinga. Alors, cette altération graphique, à partir du moment où le nom a un sens dans la langue africaine, eh bien, cette altération graphique désémantise le nom africain. On lui retire la charge sémantique qu'elle tire de sa graphie originelle. Quand en plus vient s'y ajouter une prononciation prétendument française, on dira Ngoma. On ira Mbemba. On dira Ngakoso. La nouvelle graphie rompt le lien sémantique entre le nom et le référent, entre le mot et la chose. Chose curieuse, c'est la mauvaise norme phonique étrangère qui peut inspirer et qui va inspirer le changement de graphie. On va écrire N apostrophe diaille, là où il faut dire Ndiaye. C'est parce que le blanc n'arrive pas à prononcer le nom que nous autres Africains propriétaires du nom, nous allons changer sa graphie pour faire blanc. Ndiaye au lieu de Ndiaye. Cette prononciation incorrecte conduit certains porteurs à adopter par affectation valorisante une graphie phonique. Tout ce qui vient du blanc est forcément bon et beau. Certains porteurs détruisent l'originalité identitaire de leur nom pour leur donner une consonance européenne et disant française. Je prends toujours l'exemple de... comme il a été homme politique, je prends toujours l'exemple d'Obango. Obango s'écrit avec, à la fin, A-U-L-T. Mais il suffirait de laisser un O pour se rendre compte que Obango, en boshi, a une signification tout à fait particulière. C'est la force vitale. C'est le pouvoir vital. Obango. Sans compter un autre sens qui pourrait être celui du piège, mais il ne s'agit pas de ça. Mais c'est la force vitale. Mais quand vous mettez à la place du O, vous mettez AELT, et que le mot devient francisé, le mot est fortement désémantisé, il perd de sa puissance originelle. Autre fait remarquable, c'est le phénomène de prénoms trop vieux. Je parle ici à des jeunes pères, à une génération de jeunes pères, à une génération de jeunes mères, ici dans la salle. C'est une affaire de génération. La jeune génération de parents trouve tout à fait déplorable ou malséant de donner à leur enfant les prénoms
d'une certaine consonance. Vous êtes ici un certain nombre de la salle, vous n'appellerez pas votre enfant Isidore, c'est trop vieux. Vous n'appellerez pas votre enfant Boniface. Oh. Vous n'appellerez pas votre enfant François, même si le souverain pontife le porte. Non, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Vous n'appellerez pas votre enfant Jacques, Jean, Marie. Non. En cela, nous sommes tous d'accord. En lieu et place de ces prénoms de personnages du calendrier romain, c'est-à-dire catholiques, et quand on n'est pas catholique, c'est encore plus fâcheux, on préférera d'autres prénoms à la mode du genre exaucé, du genre grâce, du genre gloire, du genre espoir, du genre Dieu veille, du genre Deo gratias. Alors, à propos de Deo gratias, je suis non seulement catholique, mais je suis professeur de latin. En fait, Deo gratias est un prédicat incomplet. Il faudrait dire Deo gratias agamus. Deo gratias agamus, qui veut dire rendons grâce à Dieu. Quand vous mettez seulement Deo gratias, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Il y a donc ainsi, bon, en dehors de cela, on peut se livrer à des créations extravagantes. Il faut faire attention, vous qui voulez aller en France. Si vous allez en France, vous ne pouvez pas donner à vos enfants n'importe quel prénom. Il faut faire extrêmement attention. La France, le Code civil français reste encore éminemment imprégné du calendrier romain. Donc il y a des parents qui se livrent à des pratiques, à des créations les plus extravagantes. Il s'agit de trouver des prénoms rares. Il s'agit de trouver des prénoms uniques. Des prénoms uniques. Parfois des mots valises. Des mots valises, c'est-à-dire, eh bien, on prend une partie du prénom du papa, on la colle à une partie du prénom de la maman, et le mot n'existe nulle part, et il est tout simplement une création des parents qui sera affectée à cet enfant-là. Puisque l'enfant... Et puis, ce mot valise est le symbole de la fusion amoureuse des géniteurs dans l'acte de procréation ou tout simplement des prédicats phrastiques. Alors, il y a une autre tendance du choix du prénom qui dérive de l'admiration des parents pour tel ou tel personnage du monde du show business ou du monde politique, généralement étranger. On appellera son enfant Sarkozy, facilement. On peut l'appeler Macron, on peut l'appeler Mitterrand. En toute naïveté, on ignore que le Code civil français l'interdit, parce que c'est un cas d'usurpation. C'est un cas d'usurpation. Nous qui
Travaillant avec des listes d'étudiants, on voit des Jospin Lionel. C'était le nom d'un Jospin Lionel. Donc tu penses que j'ai un peu l'accent, Paul. Vous n'avez pas le droit de le faire. C'est donc une forme de dépossession de soi. On admire tel homme politique, on admire telle vedette du monde du show business français ou européen, et puis on va coller le nom à son enfant. Juvet, Hallyday. Alors nous avons connu, il faut y faire référence quand même, la parenthèse moboutiste. La parenthèse moboutiste qui est une espèce de rattrapage avorté. L'idéologie moboutiste de l'authenticité visait à guérir les Aïrois de l'aliénation mentale imposée par des décennies de colonisation. Mobutu, CCC Kokumbwe Wazabanga, voulait restaurer chez ses concitoyens la fierté d'une culture authentique à travers l'abjuration des toponymes ou des anthroponymes laissés par le colonisateur ou le christianisme missionnaire. Ce mouvement ne s'était d'ailleurs pas limité aux Zaïre, il avait réussi à convaincre Tomba Baye, il avait réussi à convaincre également Eyadema. Mais il faut faire... Malgré l'authenticité, il y avait deux possibilités. Il y avait le nom officiel qu'on utilisait en public, et puis dans la famille, on continuait à s'appeler par les prénoms chrétiens. Ça ne changeait pas grand-chose. Cela explique la restauration spontanée des prénoms chrétiens lors de la chute du président fondateur du MPR. Comprenez mon émotion. En conclusion, l'on peut retenir que le système anthroponymique, notre système anthroponymique, porte les stigmates d'une conscience identitaire perturbée par l'intrusion du monde blanc dans l'espace culturel des Africains. Notre regard sur les êtres et sur les choses reste encore affecté par le prisme de la vision de l'Occitan judéo-chrétien, avec ses mirages d'efficacité. En fait, nous nous regardons avec les yeux de l'autre. En matière d'anthroponymie, faut-il prescrire ou proscrire? En matière d'attribution de noms, l'on ne peut imaginer de dessaisir les parents du pouvoir souverain de nommer comme ils veulent l'être qu'ils ont mis au monde. L'expérience moboutiste que je viens d'évoquer, de rappeler, démontre clairement l'inefficacité d'une approche nationale. Tout au plus, peut-on espérer qu'un état civil moins laxiste pourrait nous épargner certaines outrances et certaines extravagances. Peut-être peut-on espérer une restauration de certaines pratiques anthroponymiques spécifiques de notre identité. Je songe au nom féminin, par exemple. La sauvegarde de nos identités demeure, pour moi, la priorité des priorités. Car, mesdames et messieurs, si nous ne sommes pas nous,
qui le sera? Merci pour votre attention. Ah, il me restait encore des minutes. Il vous reste 15 minutes. Bon, je peux continuer.